vous vous êtes surpris à le faire. Ce moment où vous criez sur quelqu'un pour son impatience, pendant que vous le pressez. Quand vous critiquez votre partenaire pour être trop critique, sur le ton le plus critique possible. Quand vous vous emportez contre les personnes à l'esprit fermé, tout en refusant de considérer leur perspective. Ce ne sont pas des contradictions aléatoires, ce sont des fenêtres sur vos angles morts psychologiques les plus profonds, les parties de vous-même que vous essayez désespérément de ne pas voir. Carl Jung l'appelait l'ombre et avertissait que ce à quoi vous résistez persiste. Freud l'a nommé formation réactionnelle et a observé comment nous transformons les impulsions inacceptables en leurs opposés. Mais aucun n'a pleinement exploré son implication la plus troublante. Les traits mêmes que vous méprisez le plus chez les autres façonnent silencieusement votre identité. Le principe du miroir n'est pas qu'une simple curiosité psychologique. C'est la force cachée qui détermine qui vous devenez. Et alors que la plupart des gens restent piégés dans son cycle toute leur vie, vous êtes sur le point de découvrir comment vous en libérer. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère chez les autres? Leur arrogance, leur besoin d'attention, leur malhonnêteté, leur conformisme? Quelle que soit votre réponse, vous venez d'identifier les qualités qui grandissent secrètement en vous. Ce n'est pas qu'une simple spéculation, c'est observable dans les études d'imagerie cérébrale, les schémas comportementaux et les biographies des figures historiques les plus conflictuelles. Quand nous détestons quelque chose chez les autres, 3 mécanismes psychologiques s'activent simultanément. L'hypervigilance, l'internalisation et le mimétisme inconscient. Chacun seul serait transformateur. Ensemble, ils créent une tempête parfaite qui vous façonne lentement à l'image de ce que vous méprisez le plus. Pensez aux parents qui détestent son propre père autoritaire, jurant de ne jamais être aussi autoritaire, pour finalement micro-gérer la vie de ses enfants, tout en restant aveugle à la similitude. Ou à l'activiste qui méprise l'étroitesse d'esprit de ses opposants, tout en devenant de plus en plus rigide dans sa propre pensée. Ou à l'employé qui se plaint du narcissisme de son patron, tout en développant un sentiment exagéré de sa propre importance. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est le principe du miroir à l'œuvre. Pour comprendre comment cela se produit, nous devons examiner chaque mécanisme de près. Commençons par l'hypervigilance, la tendance du cerveau à surattribuer l'attention aux menaces perçues. Quand vous détestez fortement un trait, votre cerveau l'étiquette comme menaçant. Les études de neuroimagerie montrent que lorsque nous observons des comportements que nous trouvons moralement répugnants, notre amygdale, le centre de détection des menaces du cerveau, s'active plus fortement que pour les comportements neutres. Cette activation accrue crée un filtre perceptuel qui recherche continuellement le trait détesté. C'est pourquoi vous remarquez l'arrogance partout, si l'arrogance vous dérange. Ou pourquoi vous êtes le premier à repérer la malhonnêteté si vous valorisez la vérité. Votre cerveau a créé un détecteur spécialisé pour ces traits, fonctionnant sous le seuil de la conscience. Mais l'hypervigilance fait plus que simplement remarquer. Elle amplifie. Les petites manifestations du trait détesté sont magnifiées. Les comportements ambigus sont interprétés comme des exemples du trait. Le monde se peuple de plus en plus de la qualité même que vous méprisez, non pas parce qu'elle est réellement plus commune, mais parce que votre perception a été recablée pour la trouver. Cela explique pourquoi la polarisation politique s'intensifie avec le temps. Le conservateur qui déteste l'excès socialiste et le progressiste qui méprise les tendances fascistes
font tous deux l'expérience de mondes de plus en plus remplis des qualités qu'ils craignent. Leur filtre perceptuel y veille, mais l'hypervigilance seule n'explique pas le principe du miroir. Le deuxième mécanisme, l'internalisation, révèle comment ces perceptions externes deviennent des réalités internes. Lorsque nous observons à plusieurs reprises un comportement, surtout celui qui déclenche de fortes émotions, notre cerveau crée des voies neuronales représentant ce comportement. Cela se produit que nous exécutions l'action ou que nous en soyons simplement témoins. C'est pourquoi les fans de sport imitent inconsciemment les mouvements des athlètes qu'ils regardent et pourquoi les enfants absorbent naturellement les maniérismes de leurs parents. Pour les comportements que nous détestons, cela crée un paradoxe. Plus nous nous concentrons à les éviter, plus notre modèle mental de ces comportements devient détaillé. Nous développons des représentations internes de plus en plus sophistiquées de comment fonctionne exactement le comportement détesté, ses déclencheurs, son exécution, ses effets sur les autres. Et voici où les choses deviennent intéressantes. Avoir un modèle mental détaillé d'un comportement vous rend plus susceptible de produire ce comportement, surtout sous stress ou quand les ressources cognitives sont épuisées. Cela explique pourquoi l'alcoolique en rétablissement qui s'obsède à ne pas boire rechute souvent, tandis que celui qui construit une vie où l'alcool n'est pas central montre une plus grande résilience. L'attention constante sur « ne pas boire » renforce ironiquement les voies neuronales associées à la consommation d'alcool. Le même principe s'applique aux traits de personnalité et au comportement. La personne déterminée à ne pas être arrogante comme son collègue développe un modèle de plus en plus détaillé de l'arrogance. Comment elle se manifeste, comment elle fonctionne, comment elle se ressent de l'intérieur. Et ce faisant, elle installe par inadvertance le logiciel même qu'elle essaie d'éviter. Mais l'internalisation ne complète toujours pas l'image. Le troisième mécanisme, le mimétisme inconscient, révèle pourquoi nous ne comprenons pas seulement, mais commençons à incarner ce que nous détestons. Les humains sont des créatures mimétiques. Nous reflétions inconsciemment les expressions faciales, les postures, les schémas de langage et les comportements de ceux qui nous entourent. Ce mimétisme remplit des fonctions évolutives cruciales. Il facilite les liens sociaux, nous aide à comprendre les émotions des autres et permet la transmission culturelle des connaissances. Mais le mimétisme ne fait pas de distinction entre les traits que nous admirons et ceux que nous méprisons. L'intensité émotionnelle de notre haine amplifie en réalité les tendances mimétiques. Quand vous êtes furieux contre l'égoïsme de quelqu'un, vous êtes plus émotionnellement engagé avec son comportement que lorsque vous observez la gentillesse avec désinvolture, et un engagement émotionnel plus fort conduit à un mimétisme inconscient plus fort. Cela explique pourquoi les couples qui se disputent depuis des années deviennent souvent plus semblables et non moins. Leur concentration mutuelle sur les pires traits de l'autre crée une boucle de rétroaction du mimétisme. Le mari déteste la nature critique de sa femme, mais devient lui-même de plus en plus critique. La femme en veut aux retraites émotionnelles de son mari, mais se trouve elle-même en train de s'éloigner. Ensemble, ces trois mécanismes, hypervigilance, internalisation et mimétisme inconscient, expliquent pourquoi lutter contre un trait mène souvent à l'incarner. Mais comprendre le processus n'est que la moitié de la bataille. La question cruciale est: comment vous libérer? L'approche standard, essayez plus fort de ne pas être ce que vous détestez, renforce en réalité le principe du miroir. Rappelez-vous, l'attention focalisée sur l'évitement d'un trait renforce paradoxalement les voies neuronales représentant ce trait. Vous ne pouvez pas résoudre le problème
avec la même pensée qui l'a créé. Au lieu de cela, la libération nécessite une approche contre-intuitive, l'acceptation radicale du trait détesté en vous-même. Cela ne signifie pas embrasser les comportements négatifs. Cela signifie reconnaître que le potentiel pour ces comportements existe en vous et que ce potentiel n'est pas intrinsèquement honteux. C'est simplement une partie du spectre complet des possibilités humaines qui réside en chacun. Quand Jung parlait d'intégrer l'ombre, c'est ce qu'il voulait dire. Non pas agir selon vos pires impulsions, mais les reconnaître sans autocondamnation. Cette reconnaissance désamorce la charge émotionnelle qui alimente le principe du miroir. Considérez comment cela fonctionne pratiquement. Quand vous vous surprenez à être critique, le trait même que vous détestez chez les autres, la réponse typique est l'autocritique. Je suis tellement critique, je dois arrêter ça immédiatement. Mais cela crée une bataille intérieure qui renforce en réalité le schéma critique. L'alternative est l'acceptation radicale. Voilà la partie critique de moi qui apparaît de nouveau. C'est une tendance humaine naturelle et elle se manifeste maintenant. Cette reconnaissance sans condamnation crée un espace entre vous et le comportement. Vous pouvez l'observer sans être contrôlé par lui. Cet espace, cet écart entre l'impulsion et l'action, est où réside la liberté. Il vous permet de choisir votre réponse plutôt que d'être guidé par des schémas inconscients. Et paradoxalement, en acceptant le potentiel du trait négatif en vous-même, vous réduisez son emprise tant sur votre perception que sur votre comportement. Mais l'acceptation radicale n'est que le début. La libération complète du principe du miroir nécessite un changement plus profond. Passer de l'opposition à la création. Quand vous vous définissez en opposition à ce que vous détestez, vous restez piégé dans un schéma réactif. Votre identité devient parasite de la chose même que vous essayez d'éviter. C'est pourquoi les ex-fumeurs parlent souvent sans cesse de ne pas fumer, ou pourquoi certains athées se définissent principalement par leur opposition à la religion. L'alternative est de construire une identité basée sur ce que vous valorisez authentiquement, plutôt que sur ce à quoi vous vous opposez. Au lieu d'être pas arrogant, concentrez-vous sur le développement d'une humilité authentique. Au lieu d'être pas contrôlant, cultivez la confiance dans l'autonomie des autres. Au lieu d'être pas comme mes parents, définissez les valeurs spécifiques que vous voulez incarner. Ce passage de l'opposition à la création ne se produit pas du jour au lendemain. C'est une pratique qui se déploie à travers une conscience constante et un choix délibéré. Mais chaque pas dans cette direction dessert l'emprise du principe du miroir. Il y a quelque chose de profondément libérateur à reconnaître que les qualités contre lesquelles vous avez lutté chez les autres ont façonné votre propre développement. Ce n'est pas que vous soyez hypocrite ou de volonté faible. Vous avez été pris dans un mécanisme psychologique aussi ancien que l'humanité elle-même. Un mécanisme que peu reconnaissent et encore moins transcendant. Le principe du miroir n'explique pas seulement la psychologie individuelle. Il éclaire également les dynamiques culturelles et politiques. Les nations qui se définissent par opposition à un ennemi développent souvent les caractéristiques mêmes qu'elles prétendent combattre. Les mouvements religieux qui se croisent contre des péchés spécifiques luttent fréquemment avec ces mêmes transgressions dans leur rang. Ce n'est pas une coïncidence ou une simple hypocrisie. C'est le principe du miroir opérant à un niveau collectif. Les qualités qu'un groupe se concentre à éliminer deviennent les qualités qui façonnent inconsciemment son développement. Mais voici où la transformation personnelle croise l'évolution collective.
Chaque individu qui se libère de ce schéma crée des ondulations qui s'étendent bien au-delà de lui-même. Quand vous cessez de projeter des parties désavouées de vous-même sur les autres, vous commencez à voir les gens plus clairement. Vos perceptions deviennent moins déformées par votre propre matériel psychologique. Cette vision plus claire mène naturellement à des connexions plus authentiques et à un engagement plus efficace avec des problèmes complexes. Imaginez le changement dans notre discours politique si chaque participant reconnaissait quand il projetait des qualités désavouées sur ses opposants. Imaginez comment les familles se transformeraient si les parents pouvaient voir quand ils luttaient contre des traits chez leurs enfants qu'ils ont rejetés en eux-mêmes. Imaginez comment les relations s'approfondiraient si les partenaires comprenaient quand leurs critiques reflétaient leurs propres tendances non reconnues. Ce n'est pas une pensée utopique, c'est le résultat naturel d'individus faisant le travail intérieur de reconnaissance et d'intégration de leurs ombres. Chaque personne qui entreprend ce voyage contribue à un collectif plus conscient. Mais il y a un hic. Le principe du miroir ne disparaît pas une fois que vous le reconnaissez. Il change de forme. Au fur et à mesure que vous intégrez un ensemble de projections, des projections plus subtiles émergent. Le travail n'est pas une réalisation ponctuelle, mais une pratique continue de conscience et d'intégration. Cela nous amène peut-être à l'aspect le plus difficile du principe du miroir. Il opère le plus puissamment dans vos angles morts. Les traits dont vous êtes absolument certain de ne pas posséder, ceux que vous nieriez avec véhémence, sont précisément là où se trouvent probablement vos plus grandes projections. C'est pourquoi la véritable connaissance de soi nécessite plus que l'introspection. Elle nécessite des retours des autres et une attention particulière à vos réactions émotionnelles les plus fortes. Vos moments de jugement intense, de rectitude morale ou de mépris ne sont pas aléatoires. Ce sont des indicateurs pointant vers des aspects désavoués de vous-même. Mais voici l'espoir dans ce défi. Chaque projection que vous reconnaissez et intégrez non seulement vous transforme, mais éclaircit également votre perception. Le monde que vous voyez devient de plus en plus libre des distorsions de vos peurs et aversions non examinées. La réalité devient plus nette. C'est la promesse ultime de travailler avec le principe du miroir. Non seulement la liberté de devenir ce que vous détestez, mais l'accès à une expérience plus claire et plus directe, tant de vous-même que du monde qui vous entoure. Peu de perspectives philosophiques offrent un tel pouvoir pratique. La plupart restent des concepts abstraits, intellectuellement intéressants, mais déconnectés de la vie quotidienne. Le principe du miroir, en revanche, fournit un outil immédiat pour comprendre vos réactions et vos relations. Il transforme la friction ordinaire de l'interaction humaine en opportunité de profonde connaissance de soi. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez à juger intensément quelqu'un, demandez-vous : qu'est-ce que je vois en eux que je refuse de voir en moi-même ? La prochaine fois que vous remarquez un schéma de comportement que vous méprisez se répétant dans vos propres actions, reconnaissez-le comme une invitation à l'intégration plutôt qu'une occasion de honte. Les parties de vous-même que vous essayez le plus durement de ne pas devenir sont précisément les parties qui façonnent actuellement votre développement. Mais ce n'est pas une malédiction, c'est une opportunité pour le type d'intégration qui mène à une véritable plénitude. Ce que nous ne reconnaissons pas ne disparaît pas. Cela opère depuis les ombres, influençant nos perceptions et comportements de manière que nous ne reconnaissons pas. Mais ce que nous embrassons consciemment devient sujet au choix plutôt qu'à la compulsion. C'est le paradoxe au cœur du principe du miroir. C'est seulement en acceptant le potentiel de ce que nous détestons en nous-mêmes que nous devenons libres de ne pas l'incarner.
La plupart des gens ne reconnaîtront jamais cette dynamique à l'œuvre dans leur vie. Ils continueront à lutter contre ce qu'ils détestent chez les autres, tout en incarnant lentement ces mêmes qualités. Et se demanderont pourquoi les mêmes schémas se répètent dans leurs relations et conflits. Mais vous n'êtes pas la plupart des gens. Vous avez maintenant vu le mécanisme qui opérait sous la surface de votre conscience. Vous avez entrevu comment vos aversions les plus fortes ont secrètement façonné votre développement. Et dans cette reconnaissance réside la possibilité d'un chemin différent, un où ce que vous détestez ne détermine plus ce que vous devenez. Le principe du miroir n'est pas juste une curiosité psychologique, c'est la force cachée qui a façonné votre identité depuis les ombres. La question maintenant est de savoir si vous continuerez à lui permettre d'opérer inconsciemment ou si vous utiliserez cette conscience pour transformer fondamentalement la façon dont vous vous développez. Quels aspects de vous-même avez-vous refusé de voir? Quelle partie avez-vous projeté sur les autres? À quoi ressemblerait l'intégration? Les réponses à ces questions ne changent pas seulement la façon dont vous vous comprenez, elles changent qui vous devenez. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit sur le principe du miroir. Quelque chose qui explique pourquoi même les personnes qui comprennent intellectuellement ce concept restent piégées dans son cycle. C'est le mécanisme caché qui maintient nos angles morts, même quand nous les recherchons activement. Et c'est la raison pour laquelle la conscience de soi superficielle n'est jamais suffisante pour briser le schéma. Cette pièce manquante explique pourquoi